Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45 sur Éco-Éducation TV. À la une, l'École supérieure d'audit et de management ESAM a tenu hier une conférence de rentrée. Plusieurs étudiants ainsi que des participants étaient au rendez-vous, compte rendu dans cette édition. Les doctorants de l'Université de Lomé ont fait leur rentrée, une première édition, après la période de la pandémie du Covid-19. Et puis hier, en Gambie, la justice a repris le procès sur l'affaire des 70 enfants décédés d'insuffisance rénale après la consommation de sirop frelaté contre la toux. Bienvenue à tous. Comme annoncé à l'instant, une première conférence de rentrée 2023-2024 s'est tenue hier à l'École supérieure d'audit et de management ESAM, axée sur le thème « La comptabilité peut-elle contribuer à lutter contre le réchauffement climatique ?» Nadine Noufoudi et Daniel Ouatier étaient sur place. Suivez ce reportage. C'est dans un cadre convivial d'échange que s'est tenue le 7 novembre 2023 la toute première conférence de rentrée 2023-2024 à l'École supérieure d'audit et de management ESAM à Lomé. Elle a réuni des personnalités distinguées, des jeunes ainsi que des personnes ressources dans le domaine. La comptabilité élargit son champ d'observation. De l'enregistrement des flux financiers, elle tend à devenir une information en matière de durabilité, à couvrir les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Plus que jamais, elle pointe du doigt l'ensemble des parties prenantes et non seulement les actionnaires. Alain Burlot, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, président du conseil scientifique de l'ESAM, a fait un bref aperçu sur le mode de consommation occidental et des risques environnementaux dont les pays du Sud sont et seront les principales victimes. La comptabilité, dans son rôle de divulgateur d'informations, se trouve être un des outils pouvant solutionner le problème lié au réchauffement climatique avec le concours des scientifiques. Il y a donc le besoin pour les entreprises de communiquer sur les dommages qu'elles causent à l'environnement. Et ça permet ensuite aux consommateurs, mais aussi au pouvoir public, à la presse, etc., de réguler les attaques produites par l'industrie sur l'environnement et les dommages sociaux. Vous voyez, le rapprochement entre la comptabilité et la lutte contre le réchauffement climatique, comment cette comptabilité peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un thème idéal vu tout ce que nous voyons dans nos différents pays. Donc il est vraiment temps que la comptabilité puisse servir à quelque chose. Donc cette relation, je trouve ça génial. Vous voyez, c'est des thèmes d'actualité. La communauté internationale prend lentement conscience des risques à venir. Pour éviter un effondrement à plus long terme, il urge donc de s'éveiller et d'avoir un débat politique responsable et cohérent afin de contribuer effectivement à la lutte contre le réchauffement climatique. L'Université de Lomé, elle aussi, a effectué le 6 novembre la première édition de la rentrée doctorale après la pandémie de la Covid-19 pour le compte de l'année académique 2023-2024. Cette manifestation scientifique rentre dans le cadre des programmes de formation des doctorants et vise à leur faire découvrir la pluralité et la diversité de la recherche. Elle a été marquée par des allocutions, une leçon inaugurale prononcée par le professeur Lazare Poamé de l'Université de Bouaké en Côte d'Ivoire sous le thème « Bioéthique et politique de développement en Afrique » en présence du président de l'Université de Lomé, le professeur Adama Maoulé Poudar, des enseignants-chercheurs ainsi que des doctorants. Lorsque l'université mène des actions en matière d'employabilité, cela ne peut qu'être un réel intérêt pour les étudiants. C'est le cas du Bénin avec l'Université d'Abomey-Calavi en partenariat avec l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, à travers un colloque sur l'employabilité ORTB. Concernant la question de l'emploi, moi, je suis souvent inquiet. À la fin de ma formation, j'ai tellement d'inquiétudes. Est-ce que je peux vraiment effectivement trouver d'emploi? Tout comme Afizat et Jordan, ils sont plusieurs centaines de jeunes étudiants à rallier l'amphithéâtre Idriss Déby Itno pour ce colloque international consacré à l'épineuse question de l'employabilité. L'intérêt de cette problématique n'est plus à prouver.
Il est question ici de donner la parole aux enseignants-chercheurs pour éclairer de leurs sciences les stratégies et autres approches novatrices relatives à l'emploi des jeunes. Le but d'organiser un colloque pour un scientifique, c'est de préparer et de donner des informations fiables pour les prises de décision par le politique. Ce colloque ne sera pas un de plus parce que nous avons compris que le diplôme n'est plus suffisant. Et les étudiants ont pris conscience que le but recherché n'est plus le diplôme, mais les compétences requises pour pouvoir accompagner le développement en Afrique. Ce colloque met ainsi un coup de projecteur sur un sujet de grande actualité et pour les décideurs politiques, l'initiative vient à point nommé. Le politique attend de l'universitaire le fruit de ses réflexions, le fruit de ses travaux scientifiques. Et c'est à travers ce genre de manifestations que nous, universitaires, nous arrivons à apporter notre pierre à la construction de l'édifice national. Les réflexions de ce colloque, j'en suis persuadé, nous les soutenons et nous en profiterons. Comment faire pour que l'étude ou la formation débouche sur l'emploi décent? C'est là où se trouve toute la complexité de la problématique de l'employabilité. Vous l'aurez compris, il s'agit de faire en sorte d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Dans le feu roulant des exposés, les enseignants-chercheurs vont s'atteler à jeter les bases des connaissances nouvelles pour la résorption du chômage de masse au Bénin et ailleurs sur le continent. Je n'ai aucun doute sur la réussite de cette activité scientifique de grande envergure. Ce colloque, qui va s'étaler sur 3 jours, est l'occasion d'un bouillonnement intellectuel et scientifique entre les murailles de ce haut lieu du savoir. Lui, il vous rappelle certainement quelqu'un. Il s'appelle Kimanu Marouj. À l'âge de 84 ans, il avait commencé l'école primaire dans la ville kenyane appelée Eldoré, un étudiant pas comme les autres, à l'histoire inspirante sur laquelle revient Nadine Nfoudji à travers cet élément. En octobre 2003, Jane Obinchu, directrice de l'école primaire de Kakpenduyo, dans une petite ville kenyane appelée Eldoret, reçoit un étudiant potentiel improbable, Kimani Nganga Marouj, un arrière-arrière-grand-père de 84 ans et un vétéran du mouvement indépendantiste de la tribu Momo qui luttait contre la domination coloniale britannique. La raison pour laquelle je voulais étudier était de montrer aux enfants kenyans et au monde entier que l'éducation est plus importante que toute autre chose, plus que d'être riche, a déclaré Marouj à l'agence de presse Reuters en 2006. La vraie richesse, c'est l'éducation, a-t-il ajouté. On lui a dit qu'il était trop vieux pour apprendre. À ma grande surprise, lorsque les écoles ont ouvert leurs portes en 2004, il est venu dans mon bureau vêtu de son uniforme scolaire et avec quelques livres et un crayon dans un sac, s'exprime la directrice. L'histoire de Marouj a été diffusée auprès d'organisations caritatives internationales qui promeuvent l'éducation dans les pays les plus pauvres. J'espère que tout le monde comprendra le message et que ceux qui n'ont pas pu aller à l'école le pourront, a-t-il déclaré. Il a exprimé son désir de poursuivre ses études jusqu'à sa mort et comme il y avait tant à apprendre, il voulait vivre au moins 300 ans. Marouj est entré dans le livre Guinness des records en tant qu'élève le plus âgé à avoir commencé l'école primaire à 84 ans et son histoire a inspiré les gens du monde entier. Il est décédé à l'âge de 89 ans en 2009. L'année suivante, Priscilla Sitinei, une sage-femme kenyane de 85 ans, commence l'école primaire pour apprendre à écrire. Même si elle a débuté avec un an de plus que Marouj, elle a établi son propre corps. Lorsqu'elle est décédée en 2022, elle étudiait encore et à 99 ans, elle est considérée comme l'élève la plus âgée du monde dans une école primaire. Un parcours incroyable qui a fait le tour des médias et cette affaire aussi n'en est pas des moindres. La dramatique affaire des 70 enfants morts d'insuffisance rénale en 2022 en Gambie après avoir consommé du sirop frelaté contre l'atout. Le procès a repris hier au tribunal de grande instance de Banjul. Les détails avec Africa News. En Gambie, le procès dans l'affaire des 70 enfants morts d'insuffisance rénale en 2022 après avoir consommé un sirop frelaté contre la toux a repris mardi 7 novembre au tribunal de grande instance de Banjul.
Après avoir été suspendue en juillet, l'audience prévue le 24 octobre avait finalement été ajournée en raison de l'absence des principaux accusés que sont le ministère de la Santé gambien, l'agence de contrôle médical, mais aussi le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical qui a fabriqué les médicaments. 20 familles endeuillées ont engagé des poursuites judiciaires et réclament $250 000 de dommages et intérêts pour chacun des enfants décédés. Selon l'acte d'accusation, les autorités sanitaires gambiennes n'ont pas respecté la loi qui leur impose un contrôle approfondi de tout médicament importé. De leur côté, les avocats du ministère et de l'autorité nationale ont affirmé que les enfants sont morts après avoir bu de l'eau sale. Le laboratoire indien nie également toute responsabilité. La Gambie ne disposait pas de moyens pour tester des produits. C'est en octobre dernier que le président Adama Barrow a annoncé la création d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. La désinformation sur la toile est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Pour faire face à cette propagation des fake news, l'UNESCO veut mener des actions concrètes pour la régulation des plateformes numériques. Nadine Nofodi. Face à la propagation de la désinformation et des discours de haine, l'UNESCO a annoncé lundi la publication d'un guide destiné à mieux réguler les plateformes numériques à l'attention des États et du secteur privé en amont d'une année électorale 2024 très chargée. La régulation des réseaux sociaux est un enjeu démocratique, a déclaré la directrice générale de l'organisation onusienne, Audrey Azoula. Pour élaborer ce guide, l'agence onusienne s'est appuyée sur un vaste sondage réalisé entre août et septembre dans 16 des 81 pays concernés par des élections l'an prochain, auxquelles ont répondu près de 8000 personnes. Ainsi, 87% des personnes interrogées estiment que la désinformation constitue une menace réelle et s'inquiètent de son impact sur l'issue des scrutins à venir. Le guide de 40 pages définit notamment les rôles et les devoirs des États, de la société civile, des organisations internationales et des plateformes elles-mêmes en termes de modération et de hiérarchisation des contenus, de transparence, de responsabilité, d'autonomisation des utilisateurs. L'actualité en France à présent avec la culture. Il s'appelle Jean-Baptiste Andrea. Il a remporté le prix Goncourt 2023 au 14e tour du plus grand prestigieux des prix littéraires en France. Veiller sur elle. Son ouvrage est une réflexion sur l'art et l'amitié à travers une plongée dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, suivant cet élément de Charité Assimti. Dans son roman de 590 pages, Jean-Baptiste Andrea partage avec nous la vie tumultueuse d'un artiste né en France. Michelangelo Vitaliani Mino est le fils d'un sculpteur décédé pendant la Première Guerre mondiale et envoyé par sa mère en Italie sur le plateau de Pietra d'Alba chez un oncle. Ce dernier, un sculpteur sans talent, exploite Mino sans pitié à cause de ses grandes capacités artistiques. Mino se retrouve en charge de la rénovation du château de la famille Orsini qui règne sur la région. Il y croise Viola, la fille unique de la famille régnante. Pour les deux enfants que tout sépare, c'est une rencontre décisive, existentielle. Un amour pur et inconditionnel prend naissance en plein contraste avec la situation politique du pays entre la montée du fascisme et l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Né le 4 avril 1971 à Saint-Germain-en-Laye, dans une famille mêlant des origines italiennes, grecques, baléares et pieds noirs d'Algérie, Jean-Baptiste Andrea grandit à Cannes sur la Côte d'Azur avant d'être diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Longtemps scénariste et réalisateur pour des films en anglais, Andrea publie son premier roman en 2017. Marraine remporte le prix du premier roman et le prix féminin des lycéens. Des Diables et des Saints, son troisième roman, reçoit en 2021 le Grand Prix RTL Lire et le prix Ouest France Étonnant Voyageur. Avec son quatrième roman, Veiller sur elle, dont déjà plus de 50 000 exemplaires ont été vendus. L'écrivain tire donc son épingle du jeu de cette rentrée littéraire forte de 321 titres français et avec le Bordeaux Rouge, prix Goncourt.
Nous clôturons ce journal avec cette information du 27 novembre au 1er décembre 2023 aura lieu sur toute l'étendue du territoire togolais une campagne de vaccination dans le but de prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme. Charité Assimti nous revient. Le Togo se prépare activement à introduire une campagne de vaccination qui aura lieu du 27 novembre au 1er décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter et prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme. Cette campagne organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires l'OMS, UNICEF et Gavi concerne les filles de 9 à 14 ans. Les écoles et établissements scolaires seront également visités par des agents vaccinateurs pour toucher les filles scolarisées. Le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, professeur Doji Kokoroko, dans un communiqué demande aux directeurs régionaux de l'éducation, inspecteurs et chefs d'établissement de mettre tous les moyens en œuvre afin de faciliter la réalisation de la campagne de vaccination. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde et à l'échelle mondiale, environ 600 000 nouveaux cas et plus de 300 000 décès sont enregistrés tous les ans. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Demain, vous retrouverez Charité Assimti dans le 19h45. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi, toujours avec le même plaisir. Excellente soirée à tous sur Eco Éducation TV.